Bonjour et bienvenue dans cette édition Jean Telet. Le romancier est en Finistère cette semaine, à Brest ce mardi et à Morlaix ce mercredi. Il est sur notre plateau pour son dernier roman Fleur de tonnerre et il revient sur l'histoire de Hélène Gégado, une empoisonneuse bretonne. On en parle avec lui dans un instant, mais juste avant, retour sur l'actualité de ce mardi 21 mai 2013 dans le Finistère. Nouvelle audience pour le groupe Doux ce mardi au tribunal de commerce de Quimper. Jean-Charles Doux, le nouveau directeur général du groupe, et son père, Charles Doux, étaient présents. Ils ont réclamé une nouvelle prolongation de la période d'observation et la décision du tribunal a été mise en délibéré réponse ce jeudi. Par ailleurs, un éventuel repreneur se serait fait connaître. Il s'agirait de Didier Calmel de la société Développement et Partenariat. Il rachèterait les 2/3 du capital du groupe, mais pour l'instant, aucune décision n'a été actée. On écoute Arnaud Marion, le directeur en charge du redressement de l'entreprise du groupe Doux. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est une grande chance pour le groupe d'avoir un investisseur à ses côtés qui vienne l'épauler pour faire un plan de redressement par voie de continuation. Les choses s'engagent, encore beaucoup de négociations doivent avoir lieu, mais je dirais que des accords de principe existent et aujourd'hui on travaille, on continue à travailler. Ça fait 4 ou 5 mois qu'on travaille avec lui, donc on va encore continuer pendant les prochains mois. Tout n'est pas figé. On sait qu'il peut y avoir aussi d'autres partenaires qui peuvent rejoindre la société. On verra. Le redressement du groupe Doux est prévu pour l'automne. Selon la direction, cet objectif est plus qu'envisageable. Pour les salariés, c'est toujours à l'inquiétude. Nadine Ourmand du syndicat FO était au micro de Sophie Lecroisier. On va vers un renouvellement de la période d'observation donc pour 6 mois, mais on a toujours encore des interrogations sur l'élaboration de ce plan de continuation et notamment sur cet investisseur français qui arriverait. Voilà, donc pas de confirmation aujourd'hui et encore beaucoup d'interrogations sur les stratégies de cet investisseur, sur la durée et surtout un engagement de cet investisseur de ne plus avoir de restructuration professionnelle et sociale future. Autre grand dossier dans l'actualité de ce mardi, le Mediator. 1 an après le procès des laboratoires, Servier a repris au tribunal de Nanterre. Jacques Servier, âgé de 90 ans, était présent. Alors qu'il y a 1 an, les avocats du laboratoire avaient obtenu le report de l'audience. Ils souhaitent de nouveau mettre en suspens ce procès. Plus de 700 victimes se sont déclarées partie civile. On écoute Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest. Elle était présente pour l'ouverture de ce procès ce mardi à Nanterre. Jacques Servier est venu. Moi, je l'ai à peine entreaperçu. Il paraissait, semble-t-il, un peu plus fatigué que l'année dernière. Moi, je suis dans l'expectative. Comme ce procès avait été reporté déjà il y a 1 an, la défense fait valoir un certain nombre d'arguments pour obtenir un report du procès. Donc, j'attends de savoir si les débats vont s'ouvrir dans les jours qui viennent ou pas. Les professeurs de l'enseignement supérieur en grève ce mercredi, ils se mobilisent contre le projet de loi de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Geneviève Fioraso. Le texte doit être débattu ce mercredi à l'Assemblée nationale. Roger Calvez, professeur et représentant syndical, revient sur les revendications au micro de Valentine Bouc. C'est l'éclatement de l'université publique, en fait, de l'égalité républicaine sur le pays. Je crois que, pour résumer, ça s'inscrit, c'est un projet politique qui va dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. C'est un peu la même chose que ce que fait Payon avec sa réforme des rythmes scolaires. C'est l'acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire qu'on envoie tout à la région ou au territoire ou aux communes, etc. Justement, l'autonomie, c'est aussi, le gouvernement cherche à réduire sa voilure. Donc il va diminuer les crédits et après obliger, avec l'autonomie, les universités à s'organiser pour aller chercher des financements localement. Financement localement, ça peut être aussi l'augmentation des droits d'inscription, par exemple, pour les étudiants. Il n'y a pas eu de négociation d'ailleurs, il y a eu des espèces d'assises qui ont eu lieu l'année dernière au mois de mois de novembre. Ça a été consultation très rapide, il n'y a pas eu de discussion dans les établissements.
Un millier de soldats britanniques, suisses et français sont rassemblés depuis ce mardi pour l'Air Defense Week. Sur la base de Landivisio, la Marine nationale organise un exercice interarmées et interalliés. Pendant 10 jours, les 3 armées vont s'entraîner ensemble en mer et dans les airs. On revient sur ce grand rassemblement avec Hervé Hamelin, le commandant de la base de Landivisio, au micro de David Cormier. Les défenses aériennes de différents pays nécessitent de l'entraînement et les matériels sont de plus en plus performants sur tous les théâtres. Au-delà du matériel, ce qui est le plus important, c'est l'entraînement aux tactiques et la qualité de nos pilotes. Et cette qualité de l'entraînement de nos pilotes, eh bien, il est lié à la confrontation avec d'autres pilotes qui ont des tactiques de qualité et qui ont également des entraînements de haut niveau. C'est tout l'objet de cet exercice, c'est de réunir donc des nations, alors comme les Suisses qui ont du matériel performant avec les 18, les Anglais et d'autres armées de l'air, de manière à pouvoir confronter nos tactiques et puis en même temps les faire progresser. On a 2 aspects dans ce genre d'exercice. Un aspect qui est de consolidation des savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a des bonnes pratiques, on a des doctrines, et ces doctrines-là, il faut les entretenir et les pratiquer régulièrement. Et puis on essaie d'avoir un petit rôle de prospective, parce qu'on sait très bien que le prochain conflit sera différent des conflits précédents. L'histoire d'Hélène Gégado, l'empoisonneuse bretonne, est l'objet de son dernier roman intitulé Fleur de tonnerre. Jean Telet, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de revenir sur l'histoire de cette empoisonneuse, sur la vie de cette Hélène Gégado? Parce que c'est la star du crime, c'est la star mondiale du crime. Il n'y a jamais une femme qui a tué autant de gens sur Terre dans des crimes de droit commun. Et elle était complètement inconnue pour une raison simple, c'est que son procès a démarré un samedi le 6 décembre 1851 et qu'il sauf que 4 jours avant, il y a eu le coup d'État le mardi 2 décembre, coup d'État de Napoléon III, et que du coup son procès a été zappé, qu'elle était passée dans les oubliettes de l'histoire et qu'il était temps de la remettre en valeur, cette petite fleur de tonnerre, cette bretonne empoisonneuse. Alors le roman se déroule dans la Bretagne, les chapitres portent le nom des villes où elle a vécu. Elle a eu un parcours de vie plutôt particulier, c'est ce parcours aussi atypique que vous vouliez raconter? Oui, c'était une routarde du crime, elle allait de village en village, partout en Bretagne. En fait, son problème, c'est qu'elle s'est prise pour la réincarnation de l'Ankou. Et donc, l'Ankou, vous devez savoir ce que c'est, tous les Bretons doivent savoir ce que c'est. C'est l'ouvrier de la mort, il se balade avec une grande faux sur les chemins de la Bretagne, et il a une charrette, la cariguelle de l'Ankou, et à chaque fois qu'il croise des vivants, il les fauche et les corps tombent dans la charrette. Et ben, elle s'est prise pour l'Ankou, comme cuisinière, elle était très jolie et tout, elle faisait très bien la cuisine, et elle a sillonné toute la Bretagne, et elle tuait tout le monde, les hommes, les femmes, les vieux, les enfants, les jeunes, enfin tout ce qui vivait, quoi. Voilà, elle s'est prise pour l'Ankou et en faisant notamment une soupe aux herbes et un gâteau. Et dans son gâteau, elle mettait de l'angélique confite. C'était très malin parce que l'angélique est de couleur verte et sauf que l'arsenic en cuisant prend une teinte verdâtre, ce qui fait que ça dissimulait l'apparence visuelle de l'arsenic. C'est ce qui vous a fasciné chez elle, c'est ce parcours de vie? Moi, ce qui m'a fasciné chez elle, c'est qu'elle est un fruit des légendes bretonnes. Elle a raconté la veille de sa mort, parce qu'à son procès, elle n'a rien voulu expliquer, mais la veille de sa mort, qu'en fait, elle avait tellement entendu de légendes bretonnes et tellement eu peur de l'Ankou, qu'à un moment, ça a été sa façon de dominer sa peur, c'est de devenir l'angoisse elle-même. Et qu'elle s'est prise pour l'Ankou, et donc voilà, elle tuait tout le monde, même les gens qu'elle aimait bien. Des fois, elle empoisonnait des gens et elle avait beaucoup de peine, parce qu'elle les aimait beaucoup, mais elle les avait tués quand même. Alors justement, vous parlez de l'Ankou, et dans votre livre, vous relatez beaucoup d'histoires et de légendes bretonnes. Alors on est au milieu du 19e siècle, au début du 19e, et on sent aussi la présence de la République qui commence à arriver, où on interdit un petit peu cette culture bretonne d'exister. Sûr, ouais. C'est aussi ce que vous vouliez mettre en avant, toutes ces légendes et histoires bretonnes. Exactement, moi je voulais raconter ça, les chapelles Notre-Dame de la Haine, les trucs avec Saint-Yves de Vérité, qui était un saint qui avait la réputation, dont on trouvait des statues dans les églises, qui avait la réputation d'avoir du pouvoir, mais d'être feignant et revêche. Ce qui fait que les gens, quand ils voulaient qu'il exauce un vœu, il fallait qu'ils lui foutent sur la gueule au saint. Et ils y allaient au fouet et tout. Enfin, c'est des trucs qu'on trouve qu'en Bretagne, les Corrigans, les Poules Piquet, les Marie Morgan, les Catel Gaulle et tout ça. Et tout ça, ça a donné naissance à un personnage
CH comme Fleur de Tonnerre qui est le surnom que lui donnait sa mère et qui a été sa première victime. Elle a empoisonné sa mère à 8 ans, un bon départ dans la vie. Après, elle a tué ses 2 tantes maternelles, sa propre sœur. Longtemps plus tard, elle est repassée à Plouhinec, parce qu'elle est née à Plouhinec, à côté de Lorient, parce qu'elle avait oublié son père, donc pour empoisonner son père, parce qu'elle faisait bien son travail. Et il y a quelques mots en breton aussi dans le livre. Vous parlez breton ? Non, je parle pas breton, mais je voulais qu'on lise le livre, et notamment les gens des autres régions, et les Bretons aussi, évidemment, c'est qu'on retrouve cette langue qui est particulière et tout. Et ce qui est rigolo avec Hélène Gégado, c'est que le mot arsenic, c'est un mot qu'elle a jamais réussi à prononcer. Elle disait la resnic, comme avec le CH à bretonne, alors qu'elle s'en était servie de l'arsenic. Merci Jean Telet, votre livre Fleur de Tonnerre. Je rappelle, vous êtes en dédicace à la librairie Dialogue à 18h30 à Brest, et à noter que vous êtes aussi à Morlaix demain. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur TVO.